Une résidente du 16e arrondissement a vu sa place exclusive pour personnes handicapées volée par sa voisine arrogante. Ce qu'elle n'attendait pas, mon mari est agent fédéral. Une bataille de 9 mois qui a transformé toute une copropriété, révélant les secrets d'une juge à la retraite et changeant des vies pour toujours. Une histoire de résistance, de dignité et de rédemption qui vous fera repenser vos propres droits. Laissez un like, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. Avez-vous déjà dû avaler de grosses couleuvres? Moi, oui. Et ce n'était pas une couleuvre ordinaire, c'était la couleuvre gourmet avec sauce à l'arrogance servie par ma belle-fille, la princesse du mal qui a décidé de transformer ma vie en une émission de télé-réalité de bas étage. Calma, procédons par étapes. Je m'appelle Hélène. J'ai 72 ans et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais une dame à la retraite vivant tranquillement dans la maison que j'ai construite avec beaucoup d'efforts avec mon défunt mari. 4 chambres, un jardin fleuri qui faisait l'envie du voisinage et des souvenirs de 43 ans de mariage dans chaque centimètre carré. Mais comme disait ma défunte grand-mère, que Dieu ait son âme, la vie est comme une boîte de surprises, sauf que parfois elle contient des araignées. Tout a commencé quand mon fils Richard a annoncé qu'il allait se marier avec Patricia, une influenceuse digitale de 29 ans qu'il a rencontrée sur une application de rencontre. Vous savez ce qu'est une influenceuse digitale? Moi non plus, je ne savais pas. Apparemment, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent en montrant sa vie sur les réseaux sociaux. Et quelle vie, mes amis! Une vie de maquillage cher, de voyages internationaux et de produits révolutionnaires, qu'elle jurait transformer sa peau, ses cheveux, ses intestins et même son âme. J'ai ravalé ma salive avec un sourire. Après tout, qui suis-je pour juger? Si mon fils était heureux, je le serais aussi. Pour le mariage, j'ai tenu à porter mon plus beau collier de perles, cadeau de mon défunt mari. J'ai fait un discours émouvant sur l'amour et ses détours. J'ai pleuré comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'ai embrassé ma belle-fille et lui ai murmuré à l'oreille « Sois la bienvenue dans la famille ». Elle a souri, m'a serré dans ses bras et a dit que j'étais tout simplement adorable. À ce moment-là, j'ai pensé que ma méfiance n'était peut-être que le préjugé d'une vieille dépassée. 3 mois après le mariage, je reçois un appel de mon cher fils. « Maman, on a des problèmes dans l'appartement. Une fuite a tout détruit. On peut rester chez toi quelques semaines le temps de régler la situation ?» Comme toute mère le ferait, j'ai ouvert les portes de ma maison et de mon cœur. J'ai préparé la chambre d'amis, fait le ménage que mes reins me permettaient, mis des fleurs fraîches dans les vases et même acheté ce chocolat belge très cher que Patricia aimait tant. Ils sont arrivés un vendredi soir avec 17 valises. Je n'exagère pas. 17, comme s'ils allèrent déménager en Antarctique pour 5 ans. Patricia est entrée en évaluant chaque coin de ma maison avec ses yeux de faucon cherchant une proie. Quelle maison! Charmante, Hélène. Elle a un style tellement vintage. Vintage. Ma maison de 43 ans méticuleusement entretenue était vintage. Comme si c'était une brocante ambulante. J'ai respiré profondément et j'ai remercié pour le compliment. Ce n'était que le début. Le lendemain, je me suis levé tôt comme d'habitude. 6 heures du matin a toujours été mon heure sacrée. Pour prendre mon café sur la véranda, arroser mes plantes et planifier ma journée. Mais ce matin-là, j'ai trouvé une révolution dans ma cuisine. Tous mes appareils électroménagers avaient été réorganisés. Ma machine à café, qui a toujours été dans le coin droit près de la fenêtre, était maintenant de l'autre côté. Mes pots d'épices, organisés par ordre alphabétique depuis des décennies, étaient complètement mélangés. Et au milieu de la table, un appareil étrange qui ressemblait à un vaisseau spatial. « C'est mon processeur de super aliments », a expliqué Patricia, apparaissant dans la cuisine vêtue d'un ensemble de yoga qui coûtait plus cher que ma retraite mensuelle. « Je fais mon smoothie détox tous les matins. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai un peu réorganisé les choses. Votre arrangement n'était pas aligné avec le feng shui de la maison. » Feng shui, de Emma Maison, la maison, que j'ai décoré, nettoyé et aimé pendant plus de 4 décennies, avait besoin de feng shui. J'ai ravalé ma salive et j'ai souri. Bien sûr, ma chérie, fais comme chez toi. J'ai menti, et comment j'ai menti? Le 3e jour, toutes mes serviettes de bain brodées à la main, héritage de ma mère, avaient disparu. À leur place, des serviettes blanches sans âme qui ressemblaient à celles d'hôtel. Les vôtres perdèrent des fines, Hélène. Elles ne sont pas hypoallergéniques. Richard est
Allergique, vous saviez. Non, je ne savais pas que mon fils, qui a grandi enveloppé dans ses serviettes, avait soudainement développé une allergie à celle-ci. La première semaine, mes casseroles en fonte, compagnes de temps de déjeuner, dominicaux, ont été remplacées par des casseroles en céramique qui ne libèrent pas de toxines. Mes produits ménagers traditionnels ont cédé la place à des sprays parfumés à la lavande qui coûtaient un bras. Ma lessive en poudre, qui a toujours laissé les vêtements avec cette odeur de propre que j'aimais tant, a été jetée parce qu'elle contient des composants cancérigènes. Et le pire, mon coin lecture dans le salon avec mon fauteuil de 30 ans qui s'était parfaitement moulé à mon corps a été transformé en un espace d'enregistrement pour les vidéos de Patricia. Avis au navigateur. Quand vous laissez une pieuvre entrer dans votre maison, ne vous plaignez pas quand elle commence à fouiller dans tous les placards avec ses 8 tentacules indiscrets. Je suis devenue une étrangère dans ma propre maison. Une visiteuse indésirable qui devait demander la permission pour ouvrir le réfrigérateur. J'ai commencé à prendre mon petit déjeuner enfermé dans ma chambre pour ne pas entendre les conseils non sollicités sur la façon dont le sucre me tuait lentement. J'ai commencé à éviter le salon parce qu'il s'était transformé en studio d'enregistrement avec des lumières éblouissantes et un ring light qui me faisait ressembler à un fantôme pâle quand je passais à proximité. 1 mois s'est écoulé, puis 2. La fameuse fuite de leur appartement semblait avoir transformé tout le bien immobilier en Titanic après l'iceberg. Il n'y avait pas de prévision de retour. Et moi, avec mon cœur de mère et de grand-mère, oui, ils ont fait de moi la grand-mère d'un chien shih tzu appelé Zeus qui faisait pipi sur mes tapis persans. Je ne pouvais pas mettre fin à cette situation. C'est un mardi que tout a changé. J'étais dans ma chambre, le dernier refuge qu'il me restait, quand j'ai entendu des bruits étranges dans le grenier. Mon précieux grenier où je gardais tous les souvenirs de ma vie, ma robe de mariée, les jouets de Richard, les lettres de mon mari, les albums de famille. J'ai monté les escaliers aussi vite que mes jambes de 72 ans me le permettaient. Et j'ai trouvé Patricia en train de fouiller dans des cartons, jetant photos et objets dans une pile dans un coin. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, sentant mon cœur s'accélérer dangereusement. « Hélène, c'est bien que vous soyez là. Je fais une détox d'objets. J'ai lu un livre merveilleux sur le minimalisme et nous avons décidé de donner toutes ces choses qui ne font qu'accumuler la poussière et l'énergie négative. » J'ai regardé la pile. Au sommet se trouvait l'album de mon mariage. En dessous, la première tétine de Richard. À côté, la boîte avec les lettres que j'échangeais avec mon mari quand il voyageait pour le travail. Plus bas, les cahiers d'école de mon fils, que j'ai gardés comme des trésors. Quelque chose a craqué en moi. C'était comme si un volcan endormi depuis 72 ans était enfin entré en éruption. J'ai senti mon visage brûler, mes mains trembler, et ma voix, normalement douce et contrôlée, se transformer en quelque chose que je ne reconnaissais pas moi-même. « Ça suffit !» ai-je crié pour la première fois depuis des décennies. « Ça suffit !» Patricia m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. « Hélène, vous allez bien? Vous avez besoin d'un calmant? J'ai quelques gouttes de lavande qui... » « Ce dont j'ai besoin, ai-je interrompu, c'est que vous retiriez vos mains de mes souvenirs. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous respectiez ma maison, mon histoire et ma vie. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous compreniez que ce n'est pas parce que j'ai des rides que je suis invisible ou incapable. » J'ai pris l'album de mariage et l'ai serré contre ma poitrine. Cet album contient la dernière photo de mon père avant qu'il ne meure d'un cancer. Cette robe de mariée a été brodée par ma grand-mère qui a traversé l'océan en fuyant la guerre. Ces jouets de Richard sont les dernières choses que mon mari lui a achetées avant l'accident qui nous l'a enlevé. Mes larmes coulaient sans contrôle, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de conformisme. C'étaient des larmes d'indignation, d'une fureur gardée pendant des mois. « Vous n'êtes plus les bienvenus chez moi », ai-je déclaré, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Vous avez 1 semaine pour trouver un autre endroit. » Cette nuit-là, Richard a essayé de me faire changer d'avis. Il s'est assis au bord de mon lit avec ce regard de chiot abandonné qui a toujours fonctionné avec moi. « Maman, Patricia ne l'a pas fait exprès. Elle essaie juste d'aider, de moderniser les choses. Tu dois t'ouvrir un peu plus au changement. » J'ai regardé mon fils, ce garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père, que j'ai nourri, avec la sueur de mon travail de professeur, que j'ai défendu contre tout et tous. Et pour la première fois, j'ai vu en lui un étranger, un homme qui permettait à sa femme de traiter sa propre mère avec irrespect. « Richard », ai-je dit calmement, « je me suis ouverte au changement toute ma vie.
J'ai changé de ville 4 fois pour suivre les opportunités de ton père. J'ai changé de carrière pour pouvoir te consacrer du temps quand tu étais petit. J'ai changé mes plans de retraite pour aider à payer tes études. J'ai changé ma vie entière quand ton père est mort, apprenant à vivre seul. Ce que je ne changerai pas, c'est mon droit d'être respecté dans ma propre maison. » Il est sorti de la chambre en claquant la porte, comme il le faisait quand il était adolescent. Pendant la semaine suivante, l'atmosphère est devenue irrespirable. Patricia évitait de me regarder dans les yeux et Richard alternait entre tentatives de manipulation émotionnelle et longs silences accusateurs. Mais je n'ai pas reculé. Le 6e jour, en rentrant du marché, j'ai trouvé la maison vide. Ils avaient emporté les 17 valises et même le chien. Pas de mots, pas d'adieu. Juste une maison étrangement silencieuse et des objets déplacés. Je me suis assise dans mon fauteuil, qui était revenu à son coin lecture, et j'ai pleuré. J'ai pleuré de tristesse pour la distance avec mon fils, mais j'ai aussi pleuré de soulagement, de libération, de victoire silencieuse. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reconquis ma maison centimètre par centimètre. J'ai remis mes casseroles en fonte sur la cuisinière, réorganisé mes épices par ordre alphabétique, récupéré mes serviettes brodées du fond d'un placard où elles avaient été cachées. J'ai recommencé à prendre mon café sur la véranda tous les matins, écoutant les oiseaux sans l'interruption du bruit du mixeur détox. 2 mois se sont écoulés sans nouvelles de Richard. Au fond de mon cœur, son absence me faisait physiquement mal. Mais il y avait aussi une nouvelle sensation qui grandissait en moi, la fierté. La fierté de m'être positionné, d'avoir défendu mon espace, mon histoire, ma dignité. Les après-midi du dimanche, quand le silence devenait trop lourd, j'ai commencé à fréquenter un club de lecture à la bibliothèque municipale. C'est là que j'ai rencontré Marguerite, Denise, Joséphine et Odette, 4 dames de mon âge, avec des histoires de vie aussi riches et complexes que la mienne. Marguerite avait mis à la porte son fils alcoolique après 15 ans de codépendance. Denise venait de divorcer à 68 ans après avoir découvert une trahison. Joséphine apprenait à danser le tango après avoir pris soin de son mari atteint d'Alzheimer pendant une décennie. Et Odette avait tout vendu et planifiait un voyage en solo en Amérique latine. On a des rides sur le visage que lorsqu'il n'y a plus de place pour les garder dans le cœur, a dit Odette un jour, alors que nous discutions d'un roman sur une femme qui réinvente sa vie après 60 ans. Cette phrase me trottait dans la tête. C'est Marguerite qui m'a suggéré de commencer à écrire. Vous avez un don pour les mots, Hélène, et une histoire qui mérite d'être racontée. J'ai commencé timidement, avec de petits textes sur mes expériences, sur ce que c'est d'être invisibilisé après 70 ans, sur la façon dont les gens baissent automatiquement le volume de leur voix quand ils nous parlent, comme si l'ouïe était la première chose à se détériorer, sur la façon dont nous sommes traités comme des enfants, sans autonomie pour prendre des décisions sur nos propres vies. Odette, la plus technophile d'entre nous, a suggéré que je crée un blog. J'ai ri de l'idée. Moi, une dame de 72 ans, qui savait à peine utiliser son téléphone, écrire sur Internet. Cela semblait absurde, mais Odette n'a pas accepté ma résistance. L'âge n'est qu'un chiffre sur un document. Ne laissez pas qu'il vous définisse. Avec son aide, j'ai créé mon premier blog, Confession d'une dame invisible, je l'ai appelé. Mon premier texte racontait justement l'histoire de l'invasion de Patricia dans ma maison, écrit avec un humour acide et sans épargner les détails. Le texte se terminait par une question. Quand avons-nous décidé que les personnes âgées ne méritèrent plus d'être les protagonistes de leur propre vie? J'ai publié le texte sans grandes attentes. Peut-être que quelques amis du club de lecture le verraient. Peut-être que ma voisine Clotilde, qui a toujours aimé les commérages, s'y intéresserait. Ce que je n'attendais pas, c'était de me réveiller le lendemain avec des centaines de commentaires. Des femmes de mon âge, partageant des histoires similaires. Des belles filles s'excusant pour des comportements ressemblant à celui de Patricia. Des fils promettant de rendre visite à leur mère plus souvent. Des jeunes remerciant d'avoir été rappelés de valoriser leurs grands-parents. Parmi les commentaires, un a attiré mon attention. « Maman, nous devons parler, s'il te plaît, appelle-moi. » C'était de Richard. Mon cœur a bondi. J'ai appelé, bien sûr. Une mère est une mère, peu importe l'âge ou les circonstances. Il a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait, avec impatience. « Maman, a-t-il dit d'une voix étranglée, j'ai lu ton texte, je ne savais pas. Je n'avais pas réalisé. Quoi, mon fils? Comment nous te traitions? Comment je te traitais? Comme si tu étais un fardeau, un obstacle. Comme si ta maison était la nôtre à changer.
comme si ta vie était moins importante que la nôtre. Silence. J'ai respiré profondément, sentant un nœud dans ma gorge. Patricia et moi nous sommes séparés, a-t-il continué. Ce n'est pas seulement à cause de ça, bien sûr. Il y avait d'autres problèmes. Mais ton texte m'a fait voir un schéma de comportement que j'ignorais. La façon dont elle te traitait était la même façon dont elle commençait à me traiter. Plus de silence. Cette fois, c'est lui qui a respiré profondément. Je suis désolé, maman. Vraiment désolé. Tu m'as élevé pour être meilleur que ça. Nous avons fixé un déjeuner pour le dimanche suivant. J'ai préparé tous ses plats préférés, comme je le faisais quand il était enfant. Quand il est arrivé, j'ai remarqué qu'il avait maigri. Il avait de profondes cernes et un air de fatigue qui ne correspondait pas à ses 42 ans. Pendant le déjeuner, il m'a tout raconté. Comment Patricia avait progressivement pris le contrôle de chaque aspect de sa vie. Comment sa garde-robe avait été complètement remplacée. Comment ses amis de longue date avaient été éloignés parce qu'ils étaient énergétiquement incompatibles. Comment même son travail d'ingénieur avait été critiqué pour ne pas être assez influent. Ce que vous avez écrit sur le fait d'être invisibilisé, ça m'est arrivé aussi. Je ne l'avais juste pas remarqué parce que c'était plus subtil, ou peut-être parce que je ne voulais pas voir. Quand nous avons fini de manger, il m'a aidé à faire la vaisselle, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'adolescence. Pendant qu'il séchait les assiettes, il m'a regardé avec une expression mêlant honte et admiration. « Comment as-tu fait, maman ? Comment as-tu eu le courage de nous mettre dehors, de t'imposer, d'écrire sur ça ?» Publiquement, j'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Quand j'ai eu 70 ans, j'ai réalisé qu'il y avait deux options. Disparaître lentement, acceptant le rôle de petite vieille inoffensive et reconnaissante pour toute attention, ou assumer que je suis encore très vivante, avec des désirs, des opinions et le droit d'être respectée. J'ai choisi la deuxième option. 3 mois après ce déjeuner, mon blog avait plus de 50 000 abonnés. J'ai reçu des invitations pour donner des conférences, participer à des podcasts et même écrire un livre. Richard a recommencé à fréquenter ma maison régulièrement, maintenant avec un respect sincère qui allait au-delà de l'obligation filiale. Le plus surprenant, cependant, a été l'email que j'ai reçu un jeudi matin. L'expéditeur, Patricia. Hélène, c'est probablement la dernière personne dont vous vous attendiez à avoir des nouvelles. Je ne vais pas mentir. Votre blog m'a mise en colère au début. Je me suis senti exposé, humilié, injustement traité. Mais à mesure que j'ai continué à lire vos autres textes, quelque chose a commencé à changer en moi. Vous écrivez avec une honnêteté qui est à la fois douloureuse et libératrice. J'ai réalisé que ce que j'ai fait avec vous, réorganiser votre vie sans permission, dévaloriser vos souvenirs, imposer mes choix, est exactement ce que j'ai permis à l'industrie de la beauté, aux réseaux sociaux et à la pression pour une validation constante de faire avec moi. Je suis en thérapie maintenant, essayant de comprendre pourquoi j'ai tellement besoin de tout contrôler autour de moi. Je ne demande pas pardon, je ne le mérite pas encore. Je veux juste que vous sachiez que vos mots ont changé quelque chose en moi. Merci d'avoir le courage qui me manque. J'ai lu et relu cet email plusieurs fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de traiter, de comprendre mes propres sentiments. Après tout, il était plus facile de garder Patricia comme la méchante de mon histoire que de la voir comme un être humain complexe, avec ses propres insécurités et douleurs. 1 semaine plus tard, j'ai répondu avec une seule phrase. « Quand vous serez prête, nous pourrons prendre un café. » Ce café n'a pas encore eu lieu. Peut-être qu'il n'aura jamais lieu. Mais l'important est que la porte soit restée entr'ouverte, ni grande ouverte pour permettre une nouvelle invasion, ni fermée à double tour pour empêcher toute possibilité de réconciliation. Aujourd'hui, en regardant en arrière à ce mardi où j'ai finalement dit « ça suffit », je vois que c'était le moment où j'ai refusé d'être juste un personnage secondaire dans l'histoire de ma propre vie. C'est quand j'ai décidé qu'avoir des rides, des cheveux blancs et des articulations qui craquent ne me disqualifiait pas en tant que protagoniste. Mon blog s'est transformé en un livre, Confession d'une dame qui refuse d'être invisible, qui, à ma surprise complète, en est à sa 3e édition. Richard a rencontré une nouvelle petite amie, Louise, une professeure d'université de 40 ans qui me traite avec un intérêt et un respect sincères. Non pas parce que je suis la mère de son petit ami, mais parce que je suis une personne avec des idées et des histoires qui méritent d'être entendues.
Mes amis du club de lecture sont devenus co-auteurs du blog, chacune apportant sa perspective unique sur le fait de vieillir avec dignité et avec du peps. Oui, j'utilise cette expression délibérément, car les dames peuvent aussi être irrévérencieuses. Et ma maison? Elle a toujours les casseroles en fonte sur la cuisinière, les épices par ordre alphabétique et les serviettes brodées dans les salles de bain. Mais maintenant, elle a aussi un bureau improvisé où j'enregistre des podcasts hebdomadaires. Elle a une nouvelle étagère avec des livres sur le féminisme à la 3e âge. Elle a un mur de photos qui inclut non seulement le passé avec mon mari et mon fils, mais aussi le présent avec mes nouvelles amies et activités. Vous avez déjà entendu dire qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace? Quelle absurdité! À 72 ans, j'ai appris à créer un blog, à utiliser les réseaux sociaux, à enregistrer des podcasts, à donner des ateliers d'écriture créative et, le plus important, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir l'héroïne de sa propre histoire. Si vous m'écoutez maintenant et que vous avez plus de 60 ans, je veux que vous sachiez. Votre voix compte. Vos choix comptent. Votre dignité n'a pas de date de péremption. Et si quelqu'un, fils, belle-fille, gendre, petit-enfant, médecin, vendeur, essaie de vous faire sentir comme un fardeau ou une relique, rappelez-vous, vous n'êtes pas un objet de décoration vintage. Vous êtes une personne complète, avec le droit d'occuper de l'espace et d'y être respecté. Et si vous m'écoutez et que vous êtes jeune, rappelez-vous, un jour, si vous avez de la chance, vous serez aussi vieux. Le respect que vous semez aujourd'hui est ce que vous récolterez demain. Quant à moi, je prends toujours mon café sur la véranda tous les matins. J'utilise toujours du sucre, merci. Je parle toujours aux plantes et je laisse toujours la télécommande exactement là où je veux. De petites libertés qui, additionnées, constituent la révolution silencieuse de refuser de disparaître. Ah, et ce processeur de super-aliments que Patricia a laissé derrière elle, je l'ai donné à ma voisine Clotilde, qui l'a transformé en pot pour ses fougères. Une excellente métaphore, vous ne trouvez pas? La vie commence à 70 ans, quand vous apprenez enfin à dire ces 4 vérités à quelqu'un, avec élégance, tout ce qui ne sert plus. Vous n'imaginez pas la sensation libératrice que c'est de réaliser qu'après des décennies passées à vivre pour les autres, pour les maris, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour la société, vous pouvez enfin vivre pour vous-même. C'est comme sortir d'une prison au ralenti et découvrir que le monde extérieur est bien plus coloré qu'on ne vous l'avait fait croire. À chaque ride qui apparaît dans le miroir, et croyez-moi, je les observe quotidiennement avec un mélange d'étonnement et de fierté, je pense. Celle-ci, c'est quand j'ai affronté la mort de mon mari sans m'effondrer. Cette autre, quand j'ai payé les études de Richard en travaillant 2 emplois. Celle-ci, la plus profonde, quand j'ai dit à ma belle-fille et à mon fils de chercher un autre endroit où vivre. Mes rides sont mes médailles d'honneur. Je ne vais pas les cacher avec des crèmes miraculeuses ou des procédures esthétiques. Elles me rappellent que j'ai survécu, que j'ai persisté, que j'ai existé intensément. Hier, une jeune journaliste m'a demandé « Hélène, quel est le secret pour avoir votre énergie et votre clarté à 72 ans ?» J'ai répondu sans hésiter. « Le secret, ma chérie, c'est de comprendre qu'il nie. Pas aucun secret, juste le courage d'être exactement qui vous êtes, sans demander la permission ni présenter d'excuses. » Elle a semblé déçue par la réponse. Peut-être attendait-elle un conseil sur les super-aliments ou une routine d'exercice miraculeuse. Mais la vérité tient rarement dans des hashtags inspirants ou des pilules faciles à avaler. La vérité est que vieillir est un privilège refusé à beaucoup. La vérité est que chaque décennie apporte ses propres guerres à mener et ses propres trésors à découvrir. La vérité est qu'à 72 ans, j'ai appris que la révolution la plus importante commence à l'intérieur de notre propre maison, quand nous décidons quelles invasions nous permettrons et quelles frontières nous maintiendrons intactes. Et si vous vous demandez, mais Richard, comment est votre relation avec lui maintenant? Sachez qu'il dîne ici tous les dimanches. Il apporte le dessert et emporte ses propres assiettes à l'évier sans que j'aie besoin de lui demander. De petites victoires qui, additionnées, construisent une paix que je n'aurais jamais cru possible. Quant à Patricia, j'ai entendu dire qu'elle a abandonné sa carrière d'influenceuse digitale et travaille maintenant dans une ONG qui soutient les personnes âgées en situation de vulnérabilité. Ironique, peut-être, rédempteur, possiblement. Mon pardon, elle l'a déjà, non pas parce qu'elle l'a mérité, mais parce que j'ai réalisé que garder rancune,
c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Cette année, je fêterai mes 73 ans. J'ai l'intention de me faire un tatouage pour célébrer. Quelque chose de petit à l'intérieur du poignet, où je peux le voir tous les jours, le mot protagoniste, pour me rappeler que je ne serai plus jamais un personnage secondaire dans ma propre histoire. S'il y a une leçon que je voudrais laisser à quiconque m'écoute, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Il n'est jamais trop tard pour redessiner les frontières de votre territoire émotionnel, physique et spirituel. Il n'est jamais trop tard pour découvrir que cette voix qui a été réduite au silence pendant des décennies peut encore rugir, si nécessaire. Et si vous pensez « mais je n'ai pas votre courage, Hélène », laissez-moi vous confier un secret. Moi non plus, je ne l'avais pas. Le courage n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est quelque chose que nous découvrons quand il n'y a pas d'autre alternative. Ce fut le cas pour moi. Ce fut le cas pour Marguerite, Denise, Joséphine et Odette, mes compagnes. De révolution tardive, ce sera le cas pour vous quand votre heure viendra. Maintenant, si vous me permettez, j'ai un podcast à enregistrer et un gâteau au yaourt au four. Après tout, les révolutionnaires ont aussi besoin d'une collation l'après-midi. Ah, et si vous voyez ma belle-fille par là, mon ex-belle-fille, pour être plus précise, dites-lui que le café est toujours d'actualité. Certaines histoires méritent un meilleur épilogue que celui que nous avons écrit dans le feu de l'action. La vie est trop courte pour garder des rancunes, mais trop longue pour tolérer les manques de respect. C'est dans cet équilibre délicat que j'ai appris à danser, à 70 ans passés. Et comme disait ma défunte grand-mère, dans le doute entre avaler des couleuvres ou cracher des vérités, optez pour les vérités. Elles sont plus difficiles à digérer sur le moment, mais ne causent pas d'indigestion après. Des paroles sages d'une femme qui n'a jamais eu la chance d'écrire ses propres histoires, mais qui a planté en moi la semence d'insoumission qui a fleuri tardivement. Pour elle, pour moi, pour nous toutes qui avons été enseignées à sourire et à accepter, la révolution des cheveux blancs ne fait que commencer. Et laissez-moi vous dire, c'est une révolution silencieuse, mais implacable. Avec une odeur de gâteau au yaourt fait maison, le goût du café fraîchement filtré et la force de femmes qui ont vécu assez longtemps pour ne plus craindre rien ni personne. Pas même les belles filles avec des processeurs de super-aliments.